14h23, le 17 août 1944, le lieutenant Henri Müller était assis dans le cockpit de son Messerschmitt Bf 109 G6. Il observait l'essaim de 24 P-51 Mustang américains qui tournaient à 2000 mètres au-dessus de lui. Il le cherchait, il le savait. Son appareil radio crépitait avec les avertissements désespérés du contrôle aérien allemand. Ils sont partout, Henri. Rompez. Rentrez à la base. Mais Henri ne rompit pas. Il avait déjà fait cela 387 fois auparavant. 387 missions. 387 fois, il était monté au ciel, avait combattu et était revenu. Pas une seule fois, il n'avait été abattu. Pas un seul impact n'avait mis son avion hors de contrôle. Ses camarades l'appelaient le fantôme. Les Alliés avaient un autre nom pour lui, l'intouchable. Ce jour-là, le 17 août 1944, Henri allait effectuer sa 398e mission. Et comme toutes les précédentes, il survivrait. Mais l'histoire de la manière dont il y parvint allait troubler et fasciner les pilotes alliés pendant des décennies. Ceci n'est pas l'histoire de l'assaillement le plus prolifique. Henri n'avait que 47 victoires confirmées. C'est impressionnant, mais loin des 352 victoires d'Eric Hartmann. Ceci est l'histoire de quelque chose de beaucoup plus rare, la survie. Non pas par chance, mais par une compétence si extraordinaire que même ses ennemis la respectaient. Plongeons plus profondément dans l'histoire oubliée de l'homme qui ne pouvait pas mourir. 3 septembre 1939, la première mission d'Henri. Il avait 22 ans, fraîchement sorti de l'école de chasse de Verneuchen. Son instructeur, le capitaine Claude Werner, un vétéran de la guerre civile espagnole, lui avait donné une dernière leçon avant qu'il ne rejoigne son unité. « Henri », dit Werner d'une voix grave, « la plupart des pilotes meurent lors de leurs 10 premières missions. Non pas parce qu'ils sont de mauvais aviateurs, mais parce qu'ils prennent des décisions stupides. Ils chassent la gloire au lieu de la survie. Ils oublient qu'un héros mort n'aide personne. Ton boulot n'est pas de mourir en héros. Ton boulot est de vivre comme un professionnel. » Ces mots guideraient Henri pendant les 6 années suivantes, alors que d'autres pilotes vivaient pour les victoires, pour les croix de chevalier, pour la gloire. Henri vivait pour quelque chose de plus simple, voir le jour suivant. Sa première mission fut une patrouille de reconnaissance au-dessus de la Pologne. Aucun contact ennemi, pas de combat, juste voler, observer, revenir. Mais Henri apprit quelque chose de crucial ce jour-là. Il apprit que la survie commence par la préparation. Avant chaque mission, Henri effectuait un rituel que ses camarades trouvaient étrange au début. Il inspectait personnellement chaque rivet de son avion, chaque soudure, chaque mètre de câblage. Il testait ses instruments 3 fois. Il vérifiait son parachute 5 fois. Son mécanicien, le sergent Octave Brun, déclara plus tard dans une interview « Henri ne faisait confiance à personne, pas même à moi, non pas par méfiance, mais par conviction. Il savait que sa vie dépendait de détails que d'autres négligeaient. Cette attention obsessionnelle aux détails allait lui sauver la vie à plusieurs reprises. 12 mai 1940, la 47e mission d'Henri. La bataille de France faisait rage. Henri pilotait son Bf 109 E3 en tant que membre d'un essaim au-dessus des Ardennes. Lorsqu'ils furent attaqués par 8 chasseurs français, des Morane Saulnier MS-406, le combat aérien dura 14 minutes. Au cours de ces 14 minutes, Henri démontra pour la première fois la technique qui allait le rendre célèbre, l'offensive-défensive. Alors que ses camarades chargeaient agressivement les chasseurs français, Henri restait calme, il observait, attendait. Et lorsqu'un pilote français commettait une erreur, Henri frappait. Une brève rafale de ses canons MGFF de 20 mm. Le MS-406 français explosa. La première victoire d'Henri, mais plus important encore,
Il n'avait subi aucun impact sur son propre avion. Il avait attendu patiemment, jusqu'à avoir un tir parfait, au lieu de tirer désespérément. Et de s'exposer ainsi, son chef d'escadrille, le commandant François Hélier, le remarqua. Après l'atterrissage, il prit Henri à part. « Tu ne voles pas comme les autres, » dit Hélier. « La plupart chassent. Toi, tu guettes. Il y a une différence. Les chasseurs meurent, les guetteurs survivent. » Henri acquiesça. « Mon commandant, je n'ai aucun intérêt à être un héros mort. Je veux être un pilote vivant qui fait son travail. » Hélier sourit. « Alors tu survivras longtemps. » Henri, très longtemps. Il avait raison, mais même Hélier ne pouvait pas prédire. Combien de temps? 15 septembre 1940, la bataille d'Angleterre. Henri effectuait sa 93e mission, une escorte pour des bombardiers Heinkel E-111 qui bombardaient Londres. Ce qui suivit fut l'un des combats aériens les plus intenses de la guerre. La Royal Air Force jeta tout sur les formations allemandes, des Spitfire, des Hurricane, des Boulton-Paul de Fian. L'escadron d'Henri, composé de 4 Bf-109, fut attaqué par 16 chasseurs britanniques. 3 de ses camarades furent abattus. Dans les 2 premières minutes, Henri était seul. 16 contre 1, un pilote britannique, le Wing Commander Douglas Bader, mena l'attaque. Bader était déjà une légende, un pilote qui volait malgré la perte de ses 2 jambes au combat. Bader aperçut le Bf-109 solitaire d'Henri et décida que c'était une cible facile. Il avait tort. Ce qui suivit fut un jeu du chat et de la souris, qui dura 8 minutes. Henri piqua, roula, grimpa. Il utilisa chaque nuage, chaque rayon de soleil, chaque ruse qu'il connaissait. Bader et ses pilotes tirèrent des centaines de coups sur lui. Aucun ne toucha. Finalement, alors que le carburant d'Henri devenait critique, il piqua dans une épaisse nappe de nuages et disparut. Bader tourna pendant 20 minutes, le cherchant. Mais Henri était parti, il avait mis les gaz à fond, volé à 50 mètres au-dessus de la Manche, et s'était échappé. Bader écrivit plus tard dans son journal de bord « Aujourd'hui, j'ai raté le meilleur pilote allemand que j'ai jamais rencontré. Il ne volait pas comme un combattant, il volait comme un fantôme. Nous avons tiré des centaines de coups. Je suis sûr que nous ne l'avons jamais manqué de plus de quelques mètres. Mais il s'est échappé, maudit soit-il. C'était la première fois que des pilotes alliés donnèrent à Henri le surnom de « le fantôme ». Ce ne serait pas la dernière fois. Henri atterrit sur sa base, en France, avec moins de 5 minutes de carburant restant. Son avion n'avait subi aucun impact. Ses mécaniciens étaient choqués. 16 contre 1 et aucun dommage. Henri haussa les épaules. Il tirait là où j'étais, pas là où j'allais être. Voilà la différence. Mais c'était plus que ça. Lieutenant Henri Müller possédait quelque chose que peu de pilotes avaient, une conscience situationnelle hors du commun. Il savait toujours où se trouvait chaque chasseur ennemi, dans quelle direction il volait, quels étaient leurs plans, leurs prochaines manœuvres. C'était comme s'il pouvait anticiper le combat aérien quelques secondes avant qu'il ne se produise. Un psychologue de l'aviation, le docteur Wilhelm Stahl, qui a examiné les pilotes allemands après la guerre, a décrit ainsi le don d'Henri. Certaines personnes ont une mémoire photographique. Henri avait une mémoire tactique. Il pouvait suivre mentalement la position d'une douzaine d'avions simultanément, calculer leur trajectoire et prendre des décisions en une fraction de seconde. Ce n'était pas de la magie, c'était un traitement cognitif extraordinaire. 22 juin 1941. Opération Barbarossa. L'attaque contre l'Union soviétique, Henri est transféré sur le front de l'Est. Il rejoint la Jagdgeschwader 52, l'une des unités de chasse les plus performantes de la Luftwaffe. Au cours des 3 années suivantes, il y effectuera 217 missions. Contre des pilotes soviétiques, souvent plus nombreux, mais généralement moins expérimentés.
Le front de l'Est était un véritable moulin à viande. Les pilotes allemands effectuaient parfois 6 missions par jour. L'épuisement était mortel. Les pilotes dormaient dans leur cockpit entre les missions. Beaucoup ne mouraient pas sous le feu ennemi, mais à cause d'erreurs dues à la fatigue. Le premier jour d'Henri sur le front de l'Est fut un choc. Il effectua 4 missions entre 5h30 et 19h45. À chaque mission, il voyait des dizaines d'avions soviétiques, de vieux I-16 Rata, des biplans I-153 dépassés, mais aussi les plus récents chasseurs Yak-1 et MiG-3, qui représentaient une menace sérieuse. Lors de sa deuxième mission de la journée, il rencontra un as soviétique dont il n'apprit jamais le nom. Le pilote soviétique pilotait un Yak-1 avec une habileté exceptionnelle. Ils se sont battus pendant 8 minutes. Virages, tonneaux, piquets. Aucun n'a réussi à prendre un avantage décisif. Puis, le pilote soviétique commit une petite erreur. Il fit un tonneau à gauche alors qu'il aurait dû aller à droite. Une seule seconde d'hésitation. Henri l'a vu. Il engagea son Messerschmitt Bf 109 G6 dans un virage serré, visa et tira une brève rafale. Le Yak-1 commença à fumer. Le pilote soviétique sauta en parachute. Henri tourna autour du pilote qui tombait. C'était une coutume guerrière parmi les pilotes de chasse, de ne pas tirer sur les pilotes en parachute. Une question de chevalerie, même dans la guerre la plus brutale. Le pilote soviétique fit un signe de la main. Henri répondit, puis s'éloigna. Des années plus tard, après la guerre, Henri décrira ce moment comme décisif. C'est à ce moment que j'ai compris que nous n'étions tous que des hommes qui faisaient tout leur travail. Le pilote soviétique n'était pas un monstre. C'était un soldat comme moi. Nous nous battions parce que nos pays l'exigeaient, pas par haine. Mais pas Henri. Il mit en place un régime strict, 8 heures de sommeil, sans exception. Si ses commandants exigeaient plus de missions, il refusait, poliment, mais fermement. « Monsieur le commandant, dit-il un jour à son nouveau commandant, qui voulait lui imposer une 7e mission dans la journée. Je peux soit effectuer 6 missions et revenir, soit effectuer 7 missions et mourir. Quelle option préférez-vous » Le commandant, d'abord furieux, finit par comprendre. Henri avait raison. Les pilotes épuisés étaient des pilotes morts. Henri fut autorisé à conserver sa règle. Sur le front de l'Est, Henri développa également une nouvelle tactique. Il l'appelait la hauteur invisible. Il volait toujours 500 à 1000 mètres plus haut que les autres. De là, il pouvait voir tout le champ de bataille, repérer les chasseurs ennemis, identifier les bombardiers, et n'attaquer que lorsqu'il avait tous les avantages. Un pilote soviétique, le lieutenant Alexei Volkov, interviewé après la guerre dans les archives soviétiques, décrivit la tactique d'Henri. Nous l'appelions l'aigle. Il apparaissait toujours de nulle part, du soleil ou des nuages, abattait l'un des nôtres et disparaissait avant que nous puissions réagir. Nous avons essayé de le chasser, mais il était toujours plus rapide, toujours plus haut, toujours disparu. C'était comme s'il pouvait lire dans nos pensées. Henri ne pouvait pas lire dans les pensées, mais il lisait les schémas. Il étudiait la façon dont les pilotes soviétiques volaient, leur formation, leurs tactiques, leurs erreurs, et il exploitait chaque faiblesse. Le carnet d'Henri, conservé après la guerre et aujourd'hui exposé au Deutsches Museum de Munich, contient des pages remplies d'observations. Les pilotes soviétiques ont tendance à faire un tonneau vers la gauche sous le stress. Le Yak-1 perd de la vitesse dans les virages de plus de 60 degrés. Le MiG-3 a des angles morts sous le fuselage. Ce n'étaient là pas des observations fortuites, c'était une analyse systématique. Henri traitait le combat aérien comme une science. L'un de ses camarades, le lieutenant Werner Schulz, a déclaré après la guerre « Henri connaissait chaque type d'avion mieux que les pilotes qui les pilotaient.
Il savait exactement à quelle vitesse un Spitfire commençait à vibrer, à quelle altitude un P-51 perdait de la puissance, à quel angle un Yak-3 devenait incontrôlable. Il utilisait ses connaissances comme un maître joueur d'échecs utilise ses pièces. Cette connaissance obsessive des détails a sauvé la vie d'Henry à plusieurs reprises. Particulièrement pendant l'hiver 1942-43, lors de la bataille de Stalingrad, 16 décembre 1942, mission 178. Henry assurait l'escorte de Ju-52. Essayant de ravitailler la 6e armée encerclée à Stalingrad, l'aviation soviétique jetait tout sur ces transports. Ce jour-là, Henry rencontra l'un des as soviétiques les plus dangereux, le commandant Ivan Kochemjako, avec plus de 30 victoires confirmées. Kochemjako pilotait un Yak-7B et attaqua l'escadrille d'Henry avec 3 autres chasseurs soviétiques. Le combat aérien commença à 11h23 à une altitude de 4200 mètres. La température était de 32 degrés Celsius. Henry réalisa immédiatement que Kochemjako n'était pas un pilote ordinaire. Ses manœuvres étaient précises, ses tirs calculés. C'était un maître. Pendant 12 minutes, les 2 avions dansèrent dans le ciel. Henry utilisa tous les trucs qu'il connaissait. Il plongea dans le soleil. Kochemjako suivit. Henry fit un tonneau soudain. Profitant du taux de roulis supérieur du Messerschmitt Bf 109 G6. Kochemjako compensa. Henry grimpa en flèche, profitant du meilleur taux de montée de son avion. Kochemjako resta sur ses talons. Puis vint le moment décisif, à 32 degrés. Les canons de Kochemjako commencèrent à geler. Henry l'avait anticipé. Il avait fait traiter ses propres armes avec une huile antigel spéciale mise au point par son mécanicien. Les canons de Kochemjako tombèrent en panne. Ceux d'Henry non. Une brève rafale. Le Yak-7B de Kochemjako commença à brûler. Le pilote soviétique sauta. Henry regarda le parachute s'ouvrir. Un autre ennemi courageux survivait. Henry en était heureux après cette mission. Henry écrivit dans son carnet « Par un froid extrême, la maintenance des armes est plus importante que le talent du pilote. Les détails gagnent les combats. » Cette philosophie imprégnait tout ce que Henry faisait. Alors que d'autres pilotes comptaient sur leurs compétences de vol, Henry misait sur la préparation. Son mécanicien, Octave Brun, passait des heures à perfectionner chaque détail de l'avion d'Henry. Les moteurs étaient entretenus au-delà des spécifications standards. Les canons étaient nettoyés quotidiennement. Les munitions étaient contrôlées pour leur qualité. Octave dira plus tard, Henry comprenait qu'un combat aérien se gagne ou se perd avant même de démarrer. Un avion parfaitement entretenu vous donne un avantage de quelques secondes. Et ces secondes décident de la vie ou de la mort. Ce partenariat entre le pilote et le mécanicien était sans précédent. Octave n'a jamais volé, mais Henry le considérait comme aussi important que n'importe quel pilote. Après la guerre, les 2 hommes sont restés amis proches jusqu'à la mort d'Octave en 1987. 6 juin 1944. Jour J, Henry avait été transféré de nouveau sur le front occidental. Les Alliés débarquaient en Normandie. La Luftwaffe allemande, désespérément en infériorité numérique, se battait avec acharnement. La 301e mission d'Henry était une mission d'interception contre des bombardiers alliés au-dessus de Caen. Son escadrille de 6 Bf 109 G6 rencontra une formation de 36 bombardiers américains B-17, escortés par 48 chasseurs P-51 Mustang. 6 contre 84, des chances impossibles. Le chef d'escadrille d'Henry, le capitaine Claude Werner, un jeune pilote agressif, voulait attaquer immédiatement. Henry le déconseilla. « Claude, c'est du suicide. Nous devons attendre. » Une brèche, une erreur. Claude l'ignora. Il fonça sur la formation de B-17. Ses 5 hommes suivirent. En 3 minutes, 4 d'entre eux étaient morts, abattus par les Mustangs.
Claude lui-même fut grièvement blessé, mais réussit à rentrer. Seul Henri s'en sortit indemne. Comment? Il n'avait jamais été attaqué. Il avait ignoré l'ordre de Claude. Il était resté dans un nuage, avait observé, attendu, lorsque les Mustangs étaient occupés. Il attaqua un B-17 isolé qui était sorti de la formation, l'endommagea gravement et disparut de nouveau dans les nuages. Après l'atterrissage, Claude le confronta, furieux. « Tu as ignoré mon ordre. Tu es un lâche. » Henri resta calme. « Claude, je ne suis pas un lâche. Je suis un survivant. Tu as perdu 4 hommes dans une attaque insensée. J'ai endommagé un bombardier et je suis revenu. Quelle approche était la meilleure ?» Claude ne put pas répondre. Parce qu'il savait qu'Henri avait raison. C'était la philosophie d'Henri, ne jamais mourir inutilement. Chaque mission devait avoir un résultat qui justifiait le risque. Si le risque était trop élevé, il abandonnait. Sa fierté n'était pas plus importante que sa vie. Cette philosophie le rendait impopulaire auprès de certains camarades. Ils le traitaient de prudent, certains même de lâche. Mais ceux qui survivaient assez longtemps comprenaient. Henri n'était pas prudent. Il était professionnel. Octobre 1944, la Luftwaffe était au bord de l'effondrement. Les chasseurs alliés dominaient le ciel. Les pilotes allemands avaient une espérance de vie de quelques semaines. De nouveaux pilotes, avec seulement 20 heures d'entraînement au vol, étaient envoyés directement au combat. La plupart mouraient lors de leurs 3 premières missions. Mais Henri continua à voler. Mission 350, 360, 370, 381. Chaque mission, un miracle. Chaque atterrissage, un triomphe. À ce stade de la guerre, Henri développa sa tactique peut-être la plus importante. Il l'appelait la sélection des combats. Il refusait d'engager n'importe quel ennemi. Si les chances étaient mauvaises, il abandonnait. Si la situation était désespérée, il s'enfuyait. Cela le rendait impopulaire auprès de certains jeunes pilotes fanatiques. Mais cela le maintenait en vie. Un exemple spécifique. 23 octobre 1944, mission 362. Henri menait une escadrille de 8 Bf 109 G10 comme chasseur d'interception contre une massive formation de bombardiers américains. Lorsqu'il vit la formation, il compta 72 bombardiers B-17, escortés par plus de 100 chasseurs P-51 et P-47. 8 contre plus de 100. Un autre commandant aurait peut-être attaqué quand même, par devoir, par honneur, pas Henri. Il annonça à ses hommes par radio « Nous abandonnons, c'est du suicide, nous cherchons une meilleure cible ». L'un de ces jeunes pilotes, le lieutenant Victor Lemoine, seulement 19 ans et ardemment patriote, protesta par radio. « Mais, monsieur le lieutenant, ce sont nos ordres, nous devons attaquer. » Henri répondit calmement mais fermement. « Lieutenant Lemoine, les pilotes morts ne peuvent pas suivre les ordres. Je mène cette escadrille vers un combat que nous pouvons gagner, pas vers une mission suicide. Suivez-moi. » Victor hésita, puis il suivit. Plus tard, ce jour-là, ils trouvèrent une plus petite formation de 12 bombardiers B-24 avec seulement 8 escortes P-47. Des chances égales. Henri attaqua. Ils abattirent 3 B-24 et en endommagèrent 4 autres. Les 8 chasseurs allemands revinrent. Après l'atterrissage, Victor confronta Henri. « Vous avez désobéi aux ordres, c'est de la lâcheté. » Henri regarda le jeune homme avec lassitude dans les yeux. « Lieutenant, j'ai volé dans plus de 360 missions. J'ai vu des centaines de camarades mourir, de bons hommes, des hommes courageux. La plupart sont morts pour rien. Je refuse de vous envoyer, ou qui que ce soit d'autre, vers une mort insensée. Si c'est de la lâcheté, alors je suis un lâche. Mais je suis un lâche vivant qui peut faire son travail. » Victor ne put pas répondre, mais 3 semaines plus tard, lorsque Victor dut sa vie à l'une des décisions prudentes d'Henri, il comprit.
Henry n'avait pas abandonné par peur. Il avait abandonné par professionnalisme. Cette histoire se répandit parmi les pilotes allemands. Certains méprisèrent Henry, mais les plus intelligents apprirent de lui. Et beaucoup survécurent à la guerre grâce à cela. Un historien britannique, le docteur James Holland, qui étudia les pilotes de chasse allemands après la guerre, écrivit « Henry Müller incarne une vérité oubliée sur la guerre aérienne. Le but d'un pilote de chasse n'est pas de mourir héroïquement. Le but est de détruire les ennemis et de survivre pour le refaire. » Müller comprit cela mieux que presque tous les autres pilotes de la guerre. Ces 400 missions sans être abattus ne sont pas de la chance, c'est du professionnalisme à l'état pur. Les services de renseignement alliés commencèrent à remarquer l'existence d'Henry. Un rapport de la 8e US Air Force, daté du 15 octobre 1944, mentionne « pilote ennemi ». Identification inconnue. Indicatif d'appel possiblement Aigle 1 a effectué plus de 300 missions documentées sans perte. Plusieurs de nos pilotes signalent des rencontres avec un chasseur allemand exceptionnellement habile qui s'échappe constamment. Recommandation. Priorité à l'identification et à la neutralisation. Les Américains essayèrent de le traquer. Ils envoyèrent leurs meilleurs pilotes. Des hommes avec 10, 15, 20 victoires. Personne n'arrivait à coincer Henry. Un pilote américain, le capitaine Robert Johnson, un as avec 27 victoires à son actif, croisa Henry à 3 reprises. 3 fois, Henry s'échappa. Johnson écrivit dans son journal « J'ai combattu des as allemands, j'ai gagné et perdu. Mais ce pilote, quel qu'il soit, est différent. Il ne combat pas pour gagner, il combat pour survivre. Et en cela, il est imbattable. » Janvier 1945. L'Allemagne était en train de perdre la guerre. Le front de l'Est s'effondrait. Le front de l'Ouest avait été percé. Berlin allait tomber dans quelques mois, mais Henry continuait à voler. Mission 400. Le 14 janvier 1945, Henry décolla pour sa 400e mission. Une mission d'interception contre des bombardiers soviétiques au-dessus de la Prusse orientale. Ce devait être sa dernière mission de guerre, pas parce qu'il fut abattu, mais parce que, 3 jours plus tard, sa base fut envahie par les troupes soviétiques. Henry et ses camarades survivants s'enfuirent vers l'ouest. Il pilota son Bf-109 vers une base américaine et capitula. Les Américains furent choqués en voyant son carnet de vol. 400 missions, 47 victoires, 0 fois abattu. Un officier du renseignement américain, le commandant Charles Weber, interrogea Henry. Les transcriptions furent déclassifiées en 1978. Weber demanda « Comment est-ce possible 400 missions sans être abattu ?» La réponse d'Henry fut simple. « Je n'ai jamais oublié que chaque mission avait pour but de rentrer à la maison. Pas l'héroïsme, pas la gloire, la survie. J'ai volé chaque mission comme si c'était ma première. Prudemment, patiemment, professionnellement. » Weber insista. « N'avez-vous jamais eu peur ?» Henry rit. « Tous les jours. La peur vous maintient en vie. Le courage vous tue. » Ces mots résument parfaitement la philosophie d'Henry. Il n'était pas un héros intrépide. Il était un survivant intelligent. Après la guerre, Henry vécut une longue et paisible vie. Il devint instructeur de vol dans une école d'aviation civile dans le sud de l'Allemagne. Il enseigna à des générations de jeunes pilotes. Sa leçon principale ? La survie est plus importante que la victoire. L'influence d'Henry sur la formation aéronautique moderne est inestimable. Beaucoup de ces tactiques sont encore enseignées aujourd'hui dans les écoles de chasse du monde entier. La Navy Fighter Weapons School américaine, plus connue sous le nom de Top Gun, enseigne des concepts qui proviennent directement de la philosophie d'Henry: conscience de la situation, gestion de l'énergie, choix des combats. Un pilote de la marine américaine, le commandeur Mike Walsh, rendit visite à Henry en Allemagne en 1987. Walsh était instructeur à Top Gun et voulait rencontrer l'homme dont il enseignait les tactiques.
L'interview fut enregistrée et fait maintenant partie des archives de Top Gun. Walsh demanda « Monsieur Muller, vous avez eu 47 victoires, mais vous auriez facilement pu en avoir 100 ou plus si vous aviez été plus agressif. Le regrettez-vous » Henry répondit sans hésitation. « Commandez, j'ai vécu pour voir mes petits-enfants. Beaucoup de pilotes avec 100 victoires sont morts jeunes et n'ont jamais vu leurs enfants grandir. Je sacrifierai chaque victoire inexistante pour être assis ici à vous parler. Le succès n'est pas le nombre d'ennemis que vous tuez. Le succès est la durée pendant laquelle vous vivez pour servir vos valeurs. » Walsh déclara plus tard que cette réponse avait fondamentalement changé sa compréhension du combat aérien. Un autre aspect de l'héritage d'Henry est sa relation avec ses anciens ennemis. Contrairement à de nombreux vétérans qui nourrissaient de l'amertume, Henry rechercha activement le contact avec les pilotes alliés. Il assista à des réunions d'anciens combattants en Angleterre, en Amérique, en Russie. Il parla avec des as soviétiques de leurs expériences. Il apprit de ses anciens ennemis. Un pilote soviétique, le colonel Vladimir Popkov, avec 41 victoires, l'un des as soviétiques les plus performants, rencontra Henry en 1992 lors d'une réunion d'anciens combattants à Moscou. Les deux hommes s'étaient rencontrés 3 fois au combat. Aucun n'avait abattu l'autre. Popkov se souvint. La première fois que nous nous sommes battus, c'était en octobre 1943, au-dessus de Kiev. Je pilotais un Yak-9. Il pilotait un Bf-109 G6. Nous nous sommes encerclés pendant 10 minutes. Personne n'a pu prendre l'avantage. Ensuite, nous avons tous les deux manqué de munitions. Nous nous sommes fait signe et nous nous sommes envolés. Aussi étrange que cela puisse paraître, je respectais cet homme, même si nous étions ennemis. Lors de leur rencontre en 1992, les deux vieux hommes s'embrassèrent et pleurèrent. Popkov dit « Nous nous sommes battus pour différents pays, mais nous étions tous les deux des professionnels. Nous avons compris que la guerre est un travail, pas une croisade. Henry a survécu parce qu'il l'a compris mieux que la plupart des gens. » Henry enseigna jusqu'à l'âge de 75 ans. Des milliers de pilotes, civils et militaires, ont appris de lui. Ces 3 règles fondamentales sont devenues légendaires. Règle numéro 1. Votre avion est votre vie. Traitez-le mieux que votre petit ami. Connaissez chaque rivet, chaque système, chaque limite. Règle numéro 2. Connaissez votre ennemi mieux qu'il ne se connaît lui-même. Étudiez, apprenez, analysez. Un pilote sans connaissance est un pilote mort. Règle numéro 3. Choisissez vos combats. Tous les combats ne doivent pas être menés. Tous les ennemis ne doivent pas être engagés. La survie est un marathon, pas un sprint. Ces règles semblent simples, mais les appliquer ensemble sous un stress extrême, c'est la maîtrise. Et Henry était un maître. Henry mourut le 12 mars 1998 à l'âge de 81 ans, paisiblement, dans son lit, entouré de sa famille, sa femme, Marie, avec qui il était marié depuis 53 ans, ses 3 enfants, ses 7 petits-enfants, pas dans un cockpit en flammes, pas sur un champ de bataille, mais comme il l'avait toujours voulu, vieux et satisfait. Plus de 200 personnes assistèrent à ses funérailles, des vétérans allemands, des vétérans alliés, d'anciens élèves, des journalistes, des historiens. Tous étaient venus rendre hommage à l'homme qui avait fait l'impossible, 400 missions sans être abattu. 3 anciens pilotes alliés assistèrent à ses funérailles. L'un d'eux était Robert Johnson, le capitaine américain qui l'avait chassé à 3 reprises. Johnson fit un court discours. « Henry Muller était mon ennemi », dit Johnson avec des larmes dans les yeux. « Mais il était aussi le meilleur pilote que j'ai jamais rencontré. Pas parce qu'il était le plus mortel, mais parce qu'il était le plus intelligent. Il a compris que la guerre n'est pas un jeu, que la survie n'est pas une honte, qu'un pilote vivant est plus précieux qu'un héros mort. Nous pouvons tous apprendre de lui.
La leçon qu'Henri a laissée est inconfortable pour beaucoup, parce qu'elle remet en question les mythes héroïques. Mais elle est vraie. À la guerre, surtout dans les airs, la différence entre la vie et la mort n'est souvent pas le courage, mais la sagesse. Henri avait 47 victoires. Eric Hartmann en avait 352. Mais Hartmann fut abattu 2 fois et ne survécut que par chance. Henri ne fut jamais abattu. Qui était le meilleur pilote? Cela dépend de la façon dont on définit le succès. Si le succès se mesurait en nombre d'abattages, alors Hartmann était le meilleur. Mais si le succès se mesure en termes de survie, alors Henri était inégalable. Aujourd'hui encore, les forces aériennes modernes étudient les tactiques d'Henri, son offensive-défensive, son altitude invisible, sa conscience situationnelle. Ces concepts sont enseignés dans les écoles de pilotes de chasse du monde entier, parce qu'au final, peu importe votre talent, peu importe le nombre de victoires que vous remportez, si vous mourrez, cela n'aide personne. Mais si vous vivez, vous pouvez continuer à vous battre, continuer à servir, continuer à protéger vos camarades. C'était l'héritage d'Henri, pas la gloire, pas l'honneur, mais cette vérité simple et puissante. Survivre n'est pas une honte, c'est du professionnalisme. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses, ce sont des moments qui ont décidé du destin de milliers de personnes, de vrais pilotes, de vrais combats aériens, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques vous importent, alors soutenez-moi avec la fonction Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas de l'écran. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à numériser des documents rares, à interviewer les derniers témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire pour les générations futures. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce récit? De nombreux spectateurs ont partagé des histoires de familles incroyables. Des grands-pères qui étaient pilotes, des carnets de vol retrouvés dans des greniers, des histoires de survie face à des chances impossibles. Partagez vos histoires de famille de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est un fragment d'histoire que nous préservons ensemble.